Ertoni. Bonjour, admire la couleur du soleil. Bonjour, un nouveau jour qui se lève. Bonjour, de nouveaux purs rayons pleins d'énergie. Bonjour, tu viens de te connecter à la grâce de vie. Bonjour, encore une fois tu as ouvert les yeux. Bonjour, lève-toi d'un sourire, dis merci au divin. Bonjour, de nouveaux purs rayons pleins d'énergie. Bonjour, tu viens de te connecter à la grâce de vie. Bonjour, 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 passe une agréable journée. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends germera. Bonjour, bonjour, passe une agréable journée. Hey, hey. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends germera. Hier est passé, c'est ton aller pour toujours. Bonjour, mais les actes posés reviendront avec leurs fruits. Bonjour, dirige ton cœur vers le bon côté. Bonjour, amour, patience, tolérance sont les armes du jour. Bonjour, envoie cette chanson à tous tes amis. Bonjour, tu as pour mission de leur donner le sourire. Bonjour, de nouveaux purs rayons pleins d'énergie. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Chaque jour est une promesse que tout peut recommencer. Amis téléspectateurs, bienvenue dans votre émission e-matin, un espace où on démarre la journée avec beaucoup d'énergie, avec des informations utiles, avec des échanges très très riches et surtout beaucoup de positivité. Et ce matin, je suis avec Ramsa. Bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous nos téléspectateurs et auditeurs de la radio Electron FM. Voilà. Tu vas bien? Je vais très bien, merci, et vous-même? Ça va très bien, c'est un début de week-end. C'est quoi le programme aujourd'hui? D'abord, on va faire un peu de sport. D'abord finir ce travail, finir le travail et puis après le travail, un peu de sport pour dégager le stress et la fatigue de la semaine. Et puis s'il y a lieu, chercher un verre de jus, pourquoi pas. Tu es sûr? Ah oui, un verre de jus pour ceux qui prennent du jus. Oui, pour tous ceux qui prennent du jus. Bon, moi, beaucoup plus, je suis dans les jus, donc c'est pourquoi je dis jus, mais si quelqu'un passe à autre chose. Bon, tout ce qui va dans le bien-être du corps, ça va. Voilà. Donc, ça va bien aider à se dégager un peu de tout ce qu'on a emmagasiné toute la semaine. Oui, voilà, vous avez entendu, Roms, n'est-ce pas? Un peu de sport. Un peu de jus, bien s'alimenter, c'est très important. Et puis beaucoup de repos également. Évidemment. Et puis faire un peu de visite de famille s'il le faut, parce que toute la semaine on est occupé et ça fait du bien. Hein, ah oui, ça, les visites familiales. Ouais, c'est nécessaire, ça permet de se rapprocher, ça permet d'être toujours en contact avec les siens et c'est très important, surtout les visites en famille. D'accord. Alors, nous voulons ce matin également adresser nos sincères condoléances à la République centrafricaine. Oui, évidemment. Cet accident qui est survenu dans un lycée de la place qui a fait des dizaines de morts et aussi des blessés. Évidemment. Oui. C'est vraiment douloureux de savoir que les enfants, pour un truc non attendu, et puis on perd assez d'enfants, dizaines c'est beaucoup, vous voyez, pour des élèves, hein, des personnes qui vont peut-être gérer un pays demain et bon. Par un coup de malheur et ces personnes perdent des vies. Ils sont en pleine composition de baccalauréat encore. Évidemment. Voilà, donc là, c'est vraiment douloureux. Et là, nous les souhaitons
nous les disons nos condoléances les Oui. plus sincères. Tout à fait. D'accord, Homs, aujourd'hui c'est vendredi et vendredi à N'Djamena, c'est le jour de mariage. Certainement, beaucoup se marient aujourd'hui, beaucoup se disent oui devant Dieu, oui devant la loi, oui devant les hommes. Ouais. Donc déjà, nous vous souhaitons un très bon mariage, bon ménage et bonne fête à vous tous. Et nous allons vous proposer cette vidéo de Mandoé en featuring avec Djemila qui nous chante Jobo. Et puis on revient sur ce plateau. Dieu a dit que Dieu a dit que Tanabo. Dieu a dit Tanabo. Bogune Tundorol Lisiwo. Magilamo, je peux dire de l'élé, donner quoi si gadebo. Manade pour rien, mam tout colombien, miskin sans avenir. Manade n'gendo, tongolais n'gendo, un homme sans avenir. Dunanani doide de mbama, di coco doide de mbama. Ou la reine du bout de mbama, au maire de passe de mbama. Oh. La nègre à la tonne en lait. Dougari a gangalwo. Jesse Jonati Tarna. Jesse Jonati Ketanabo. Jesse Jonati Tatanabo. Bola inoro neyetibo. Jesse Dieu a dit que na. Tanabo. Dieu a dit Tanabo. Bogune Tundorol Lisiwo. Bogune Tundorol Lisiwo. So a wedding day. Il est 4h du matin, le réveil a sonné. Aujourd'hui c'est un grand jour comme dans un conte de fées. Avec lui je passerai toute ma vie. Mon destin nous unit, c'est aussi moi que ton cœur a choisi. Oh, 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 toi et moi c'est pour la vie. Oh, 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 toi et moi c'est pour l'infini.
Et voilà, Mandoué featuring avec Djemila dans le titre Diobo, ce qui veut dire c'est le jour de leur mariage. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous sommes vendredi et c'est un jour où deux personnes vont se jurer devant Dieu, devant les hommes qu'ils vont finir leur vie ensemble. Voilà, et c'est merveilleux à voir, Madame Irène, surtout le mariage, c'est quelque chose vraiment C'est pas de la blague, hein. Ah On ouais. ne va pas applaudir 2-3 jours après que non, ça me suffit. Hein. Non, 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 non. Malheureusement, Ça, c'est un engagement, c'est hein. ouais, mais c'est un engagement vraiment paysan à porter, mais malheureusement, c'est ce que nous observons beaucoup plus ces derniers temps. On s'engage et 2-3 mois après ou 2-3 jours après, on se dit, puis, bon, je ne peux plus. Ouais, Et pourtant, je l'aime plus, je ne la supporte plus, je ne le supporte plus. voilà. Voilà. Et donc, c'est des choses que nous devrions normalement étudier minutieusement bien avant de s'engager Tout à fait. pour ne pas rencontrer encore ces genre de Des difficultés. difficultés dans le foyer. Ouais, c'est ça. D'accord. Et pour rester donc dans la même lancée, Roms, aujourd'hui, c'est vendredi, jour de mariage. Nous venons de suivre dans ce clip de Mandoué. Nous voulons, avec vous, amis téléspectateurs, ce matin, aborder un petit sujet en dehors de ces différentes chroniques ou des chroniqueurs qui vont passer sur ce plateau. Nous avons un tout petit sujet que nous voulons discuter avec vous ce matin. Tout en restant dans la lancée du mariage, faut-il financièrement être stable avant de se marier? Nous balançons le sujet comme ça, un débat comme ça, et puis chacun peut apporter voilà, sa contribution. Oui. Et nous avons également promené le micro dans la ville d'Injamena. Certains se sont exprimés également. Est-ce qu'il faut absolument être financièrement stable avant de se marier? Point d'interrogation. Les avis sont partagés. Vous, quel est votre avis par rapport à ce sujet? Tout le long de l'émission, vous pouvez nous envoyer des messages. Nous allons vous proposer ce Vox Pop dans cette émission. Alors aujourd'hui, vendredi, nous allons recevoir Madame Intelligence Artificielle, Sidonie Nemum, sur ce plateau. On va parler également ressources humaines avec Monsieur Clément Sionka et nous allons recevoir le paysan. Voilà, le paysan, l'expert en sécurité alimentaire sur le plateau. Et voilà, vous aurez droit également à des clips et des capsules pour agrémenter votre matinée, pour vous permettre de commencer un très bon début de week-end. À présent, on va faire un peu du sport. Tu l'as proposé tout à l'heure à l'introduction de l'émission. Oui, comme je le disais tantôt, le sport, c'est vraiment important pour la santé de l'homme, parce que tout le temps, vous voyez, et surtout pour des personnes qui travaillent. Surtout les personnes qui travaillent un samedi comme ça ou un vendredi. Vendredi, généralement, chez nous, ici, c'est la journée courte. Et donc, le soir, si on se retrouve chez soi, il faut sortir pour un peu trottiner, faire un peu des étirements, voilà, de la marche pour pouvoir donner également un peu de force à notre corps qui a subi tous les effets de travaux toute la semaine et c'est nécessaire. Et on dit que le sport, c'est la santé. Oui, c'est la santé. Ça ne fait pas vieillir. Ça nous garde toujours jeunes et c'est important, oui. Quand on est sportif, vous voyez, on est toujours jeune, on n'est pas vieux. Mais du coup, quand vous voyez une personne qui n'est pas sportive, la personne est dans les 20 ans, 30 ans, cette personne apparaît, voilà. Cette personne apparaît vieille, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est le secret c'est le secret. De la jeunesse. Vraiment, rester jeune. C'est de toujours rester jeune. D'accord. Ah ouais. Ok, on fait du sport et on revient sur ce plateau. Ici, c'est l'exercice de l'eau. Nos clients qui viennent du niveau, nous les cheminots d'abord à pédaler. Et quand ils pédalent comme ça, ils relancent d'abord l'appareil, le corps en fait. Ils relancent le corps parce que ça lui donne de la souplesse dans le corps, ça relâche les muscles. En pédalant, il relâche les muscles et là, nous mettons toujours le pédale du vélo. Donc, le pédale, il va au moins 20 minutes. 15 à 20 minutes. Et là, il pédale longtemps avant de faire d'autres exercices.
Et en pédalant déjà, ça permet également, pas simplement de relâcher les muscles, mais ça relaxe également le cardio. Faire du vélo a beaucoup d'avantages pour votre santé, ça relâche les muscles. Il a parlé de cardio, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Donc ça fait du bien, c'est la santé. Le sport, c'est la santé. Il est 7 heures, passé de 50 minutes. C'est l'heure d'actu matin dans votre émission e-matin. Les infos d'ici et d'ailleurs. Et puis on revient sur ce plateau. Au fil des mois, les affrontements sanglants se sont multipliés dans plusieurs provinces du Tchad, ébranlant profondément le tissu social et menaçant les fondements même de la paix civile. D'avril à juin 2025, près de 70 morts ont été recensés. Mandakao a été endeuillé par environ 35 décès en mai, tandis que les récentes tragédies de Moulou ont fait 16 morts et 14 blessés. Et Mouré-Gomel, dans le Mayo-Kébu-Ouest, a fait également 18 morts, confirmant l'ampleur du drame. Ces conflits d'apparence communautaire masquent souvent les enjeux plus profonds, la prolifération des armes, la faiblesse des autorités administratives et une instabilité politique chronique. Malgré les efforts déployés par l'État, les missions sécuritaires au budget colossaux peinent à juguler l'hémorragie. Face à cette situation, ce sont les populations qui payent un lourd tribut puisqu'elles se sentent abandonnées à elles-mêmes, vivant dans la peur et la méfiance, tandis que la méfiance entre communautés s'aggrave du jour au lendemain. Le chef de l'État, lors d'une réunion d'urgence, a reconnu l'incapacité de certains responsables administratifs et sécuritaires à maîtriser la situation. Il a menacé des sanctions, promettant de confier les rênes de la sécurité à des hommes et des femmes capables de rétablir l'ordre. À l'heure où la saison des pluies s'installe et que débute la campagne agricole, cette insécurité persistante risque de compromettre la production vivrière et par ricochet d'accentuer la crise économique et alimentaire qui couve. Face à cette situation alarmante, l'heure n'est plus au discours. Il faut des actions concrètes, courageuses et impartiales pour restaurer la paix qui est chèrement acquise, protéger les citoyens et préserver l'avenir du pays. منذ 16 من مايو يخضع الزعيم السياسي لحزب المحاولون للاعتقال من قبل المدعي العام للجمهورية عقب نشر تسجيل صوتي له وصفه بالتحريض على الكراهية. مر 40 يوما على توجيه هذه التهمة إليه دون أي تقدم يذكر في قضيته، ولدهشة الجميع اختار الدكتور مسراء الكشف عن إضرابه عن الطعام على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبا بحل سريع وفوري لقضيته. يعد هذا اللجوء إلى هذا الإجراء غير مسبوق في التاريخ السياسي التشادي. لم يسبق لزعيم حزب سياسي سجن بتهمة التحريض على العنف أن يختار هذا الشكل النهائي من الاحتجاج. هذه البادرة المفعمة بقوة رمزية وشجاعة لا تنكر تعبير واضح عن شعور المتهم العميق بالاستياء، كما أنها تظهر رغبته الراسخة في التنديد بالمعاملة التي يراها غير لائقة وتفتقر إلى الشفافية في العملية القضائية. الإضراب عن الطعام ليس مجرد وسيلة احتجاج، بل هو فعل متطرف يكشف عن مناخ من التوتر، حيث يصبح الوجود نفسه هو المحرك الأساسي للمطالب. يجدر بالتذكير بالتصريح الأخير والمدون المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي حث فيه وزراء الجمهورية على تحمل مسؤولياتهم كاملة. لذلك من المشروع التشكيك في بطء النظام القضائي التشادي وشفافيته. لا يمكن مساواة العضوية في الطبقة السياسية المعارضة بالعداء تجاه الأمة، فالمعارض السياسي ليس عدوا للأمة، وقادة المعارضة لاعبون أساسيون في العملية الديمقراطية ويساهمون في توازن الأفكار للحفاظ على السلم الاجتماعي ومنع تدهور المناخ السياسي إلى فوضى. من الضروري أن يظل نظام العدالة مستقلا ونزيحا وشفافا،
فضمان معاملة عادلة ومنصفة لكل فرد بغض النظر عن انتمائه أو دوره وحده كفيل ببناء أساس متين من الثقة والحوار والتماسك الاجتماعي. ضمن الحملات التوعوية التي تنظمها منصة الوحدة الوطنية من أجل السلام والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، حيث أن هذه الحملة التوعوية شملت الدوائر العشرة للعاصمة نجمينا وصولا إلى الدائرة التاسعة. عمدة الدائرة التاسعة جمتك باي روهوم أبوني رحب بالحضور وقدم شكره لمنصة الوحدة الوطنية على هذا العمل الوطني الذي تقدمه من أجل الوطن، طالبا من الحضور الاستفادة من هذه النصائح التي تقدمها المنصة لأنها تساعد في الوعام الاجتماعي بين جميع سكان الدائرة التاسعة ومدينة جمينة عامة. أمينة تجاني منسقة منصة الوحدة الوطنية خلال مداخلتها تحدثت عن الدور الذي يلعبه السلام والعيش المشترك في عملية الاستقرار وتجنب الصراعات الأهلية الذي يدعو إليها السياسيين. ومساج هنانا ده مساج هنا عافي وهنا تعايش سلمي، وكيف التشاديين قاعدين سوا يعيشوا سوا كرجل واحد، ما يقولوا ده مسلم، ما يقولوا ده مسيحي، ما يقولوا ده من سيد، ما يقولوا ده من نور، لكن كشافة أخو يشيفك أخو تشادي وشات جماعتنا زي ما عنينا عندنا في شاندادنا ده عنينا ما عندنا أي مصلحة عنانا ده لازم عنينا نتفق، لازم عنينا نتفقوا ونخلوا مننا كلام هنا سياسيين دول ناس عندهم أجندات ولا عندهم أجندة وادين عنينا ما نعرفوه في شان شنو بيجوا في وسط المجتمع وبيجيبوا مشاكل كله ما نعرفوه. وأم باكر كان مشكلة وقت أي واحد يشيل عياله ويجري يدخل في بيته وناس المساكين بس يتابوا. ولا مناص من القول بأنه لا يوجد استقرار دون سلام، وأن هذه المنصة ترسل رسائلها باللغتين الرسميتين للدولة بالإضافة إلى اللغات المحلية الأخرى. Les 8 présumés, 2 hommes et 6 femmes, ont été interpellés après une série d'enquêtes minutieuses et de recoupement d'informations. À la clé de cette interpellation, une série de produits de nuisance, parmi lesquels des drogues, des boissons alcoolisées frelatées, des produits de consommation contrefaits, quelques bonbonnes de gaz butane et téléphones portables. Plus préoccupant encore, 2 armes à feu ont été retrouvées en possession de 6 femmes, soulignant une détention illégale d'armes à feu. Le véhicule utilisé pour leur déplacement, propriété d'un complice présumé, a également été saisi. Ce dernier, déjà identifié, sera poursuivi pour complicité active dans cette chaîne criminelle bien huilée. Interrogés par les enquêteurs, les mises en cause ont reconnu les faits. Une activité à la fois lucrative et dangereuse qui menace la cohésion sociale et la sécurité publique. Dans son intervention, le porte-parole de la police nationale, le contrôleur Paul Manga, a salué la vigilance des forces de sécurité intérieure ainsi que la collaboration de la population. Grâce à la synergie de ces forces de sécurité intérieure, le réseau a été démantelé et les contrevenants ont été arrêtés. Ces femmes ont été interpellées en possession de la drogue et des armes. Elles ont dissimulé des armes au moment de leur arrestation. Et c'est un phénomène qui est presque nouveau chez nous, du fait que chez nous, dans le cas de trafic, surtout ce sont des hommes. Et cette fois-ci, ce sont les femmes qui se lancent dans cette activité illicite. Il y a lieu de demander à nos sœurs de ne pas se laisser tentées par le gain facile. Sinon, elles finiront dans des circonstances vraiment désastreuses. Je le dis bien, car les personnes qui font le trafic des substances psychotropes et qui détiennent illégalement des armes seront mises à la disposition de la justice. Et ces personnes répondront, n'est-ce pas, de leurs actes conformément aux lois et règlements en vigueur. Cette opération illustre une nouvelle fois l'engagement sans faille des autorités dans la lutte contre les trafics illicites. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet intégré pour la lutte contre les inondations et la résilience urbaine, pour la mise en place du comité de gestion des plaintes dans chacun des 10 quartiers et 10 arrondissements de la ville d'Injamena. Cet atelier a vu la présence des chefs de carré, les représentants des différentes communes, les représentants des points focaux et les juges de paix. Le maire de la commune du 2e arrondissement a touché du doigt l'importance des gestions des inondations, surtout en cette période. En N'Djamena, les inondations ne sont pas
seulement de l'eau qui monte. Ce sont des familles déplacées, des infrastructures endommagées, des plaintes qui s'accumulent au quartier et inaccessibles. Où sont les vivres? Pourquoi ma maison n'était pas secouée? Votre mission fait de chaque plainte une action concrète. Dans les choix des eaux durant ces 3 jours, vous apprenez à centraliser efficacement les plaintes, tirer et prioriser selon l'urgence, répondre avec empathie et transparence pour restaurer la confiance entre populations. Prévu pour des jours, c'est-à-dire du 26 au 27 juin, cet atelier compte doter les membres des 10 comités de gestion des plaintes de connaissances et les compétences nécessaires pour gérer efficacement les plaintes des citoyens et promouvoir les bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité au travail dans les 10 arrondissements. Organisé par l'organe de régulation et de gestion du pèlerinage, ORGEP, et dirigé par le président du dit organe, Idriss Dokoni Adjiker, et ayant passé plusieurs semaines en Terre Sainte, les fidèles musulmans rentrent au Bercail, le cœur apaisé et à la fois renouvelé. Ces derniers atterrissages du vol ayant à son bord 295 pèlerins clôturant l'ensemble des rotations aériennes organisées pour ramener les pèlerins tchadiens qui sont allés accomplir le 5e pilier de l'islam. Réunis aussitôt dans le hall de l'aéroport Hassan Diamous pour une dernière prière et partage avant de prendre chacun le chemin de chez soi, les responsables du Hajj 2025 se sont félicités du bon déroulement de cette phase de retour, soulignant la coordination efficace entre les autorités saoudiennes et celles tchadiennes. Le président de l'organe de régulation de la gestion du pèlerinage a signalé dans son allocution lors de la cérémonie de clôture qu'au total, 6500 pèlerins ont effectué ce voyage sur Terre Sainte de Makkah. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas au rendez-vous. Car au cours de cette pratique religieuse, le Tchad en a dénombré 3 décès d'entre eux et quelques blessés. Tout compte fait, le président de l'ORGEP, M. Idriss Dokoni Adjiker, a salué le succès global de la mission. Il remercie également les plus hautes autorités pour leur confiance ainsi que les différentes commissions, sous-commissions, compagnies aériennes et le régulateur du secteur pour les contributions à cette réussite. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils posaient le pied à la Mecque et, malgré l'enthousiasme initial, tous s'accordent à dire que le Hajj est loin d'être un simple voyage. Par contre, cette réalité vécue sur le terrain a bouleversé plus d'un à scruter de près. Certains affirment avoir trouvé une nouvelle perspective de leur foi, une meilleure compréhension du sens du sacrifice et de l'endurance. Malgré les difficultés rencontrées inévitablement dans cette opération de telle ampleur, les pèlerins n'ont pas aussi caché leur satisfaction et saluent la qualité de l'organisation. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur gratitude envers l'équipe organisatrice et appellent à la continuité de cette dynamique. Le message des pèlerins est clair. Préserver cette équipe, consolider les acquis et continuer à œuvrer pour un Hajj toujours plus accessible, organisé, tourné vers l'essentiel qui est la spiritualité. En considérant tous ces aspects, les pèlerins affirment que le bilan de cette année est incontestablement satisfaisant, auréolé d'une innovation notable. Après les premiers témoignages, c'est un transformateur électrique derrière l'un des bâtiments scolaires du lycée Barthélemy Boganda qui a explosé après un travail de maintenance fait par des techniciens d'une société d'énergie centrafricaine. Alors qu'environ 5300 candidats composaient le baccalauréat dans ce lycée, le bilan provisoire fait état d'au moins 10 morts et des dizaines de blessés. Plusieurs témoignages racontent que certains élèves ont sauté du premier étage pour se sauver, mais sont tombés. Les uns sont morts et d'autres fracturés. Il faut rappeler qu'en 2013, un incident avait aussi endeuillé de nombreuses familles lors de la composition du baccalauréat dans ce même lycée. Après la descente des autorités sur les lieux de drame, le ministre de l'Éducation nationale, au relais Simplice Zenga, a fait un point et demande que les épreuves du baccalauréat qui devaient s'achever ce samedi soient temporairement suspendues dans ce centre de Bangui.
Cette journée de lutte contre la torture que le monde célèbre tous les 26 juin de chaque année est initiée par les Nations Unies. Elle a pour but de sensibiliser le public aux conséquences de la torture et d'encourager les États à respecter leur engagement en matière de droits de l'homme. Pour cette année, le thème retenu est soutenir les victimes de la torture et lutter contre la torture. La Convention des Nations Unies contre la torture entre en vigueur le 26 juin 1987 est un instrument juridique majeur dans la lutte contre la torture. De nombreuses organisations à travers le monde y participent en organisant des veillées et des campagnes de sensibilisation. La torture est un crime au regard du droit international. Selon tous les instruments pertinents, elle est absolument interdite et ne peut être justifiée en aucune circonstance. Cette règle fait partie du droit international largement accepté et implique que chaque pays doit s'y conformer, même s'il n'a pas signé de traité spécifique interdisant la torture. De plus, la pratique systématique ou généralisée de la torture constitue un crime contre l'humanité. Cette journée fait appel à toutes les parties prenantes, y compris les États membres de l'ONU, la société civile et les individus à travers le monde pour s'unir et soutenir les centaines de milliers de personnes qui ont été ou sont encore victimes de torture. Nous disons merci à la rédaction pour la confection de ce journal. Nous revenons sur le plateau pour la suite de iMatin. Roms, nous avons des messages de nos fidèles téléspectateurs, internautes. Non, pas du tout. Eh oui, nous avons quelques messages ici. Et là, c'est le message de Kelambaï Makibé, Géraldine, qui dit l'activité sportive est vraiment meilleure pour une bonne santé. Voilà. On dit bonjour à Géraldine. Elle est médecin. Hein. Ah, ok. Et elle sait de quoi elle parle. Quand elle dit, voilà. Non, ça se comprend également tout dans C'est un aspect que nous avons abordé tout au long de nos échanges hier. Mais bon, si tu peux revenir dessus très rapidement avant d'aborder le sujet de ce matin. Oui, mais l'intelligence artificielle ne peut pas apporter un jugement moral. Elle n'a pas cette capacité d'émotion qui peut apporter quand même un jugement moral. Quoi que ce soit. Donc, pour ça, non. Can I take you out tonight? I am a gay lover. I'm proud to know. Don't you have good manners? But I know I can. I am a gay lover. I'm proud to know. Don't really have good manners. Fanan sakit, yang tik shunu, yodik we, koso pasto, nunu mare mila pasto, kanda baila mila pasto, mali busa moguda we mila pasto, nenu manai urundu mila pasto, karina suko de mila pasto, nagayu baila malu. I am a ghetto lover. I'm rude, you know. I'm rude, don't really have good manners. Forgive me, Lord, forgive me. But I know I can. I am a ghetto lover. I am a ghetto lover. I'm rude, you know. I'm rude, don't really have good manners. Forgive me, Lord, forgive me. But I know I can. Après cette transition, nous allons ensemble, n'est-ce pas, parler de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'intelligence artificielle? Et là, nous avons Madame Iya qui est avec nous ici, qui va bien nous expliquer est-ce qu'on pourra bien faire confiance à l'intelligence artificielle. Madame Sidonie. L'intelligence artificielle s'installe dans notre vie, mais elle fascine autant qu'elle inquiète. Alors, entre
promesses technologiques et le risque de manipulation ou d'erreur, est-ce qu'on peut réellement faire confiance à l'intelligence artificielle, surtout au Tchad où les réglementations sont toujours souvent absentes. Alors comment faire pour l'encadrer, même si on peut la faire confiance? Et ce qui fait à ce que certaines personnes font confiance à l'intelligence artificielle est que l'intelligence artificielle est très efficace. Elle est rapide et aussi disponible à notre service. Prenons l'exemple d'un travail rédigé par l'intelligence artificielle pour comparer à un travail manuel. On peut comprendre que l'intelligence artificielle rédige très bien même des travaux et qu'il y a aussi même l'efficacité dans ce travail qu'un travail manuel. Et là, ça fait à ce qu'on doute même de notre propre intelligence et plutôt faire confiance à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, du coup, bon, à un moment donné, on dit que c'est l'homme qui a créé cet outil, n'est-ce pas, pour le servir. Alors, du coup, c'est tout ce qu'on demande à l'intelligence artificielle que l'intelligence artificielle nous envoie comme réponse. Alors, à ce niveau, je pense qu'on pourra bien quand même la faire confiance. Bon, l'intelligence artificielle est créée par l'homme. L'homme a créé selon son intelligence aussi pour qu'elle vienne la soutenir. Mais vu que l'intelligence artificielle n'est pas émotionnelle, ni avec un esprit critique, elle n'a pas cette capacité-là de faire certaines choses auxquelles l'humain peut faire. Et pire encore, en Afrique, on n'a pas une loi ou un garde-fou qui peut encadrer l'intelligence artificielle, ni une législative claire sur l'intelligence artificielle. Même nos données personnelles sont mal encadrées. Et c'est là, on ne peut pas faire confiance à l'intelligence artificielle. Donc, Sidonie essaie de nous dire de faire très attention avec l'intelligence artificielle. Il ne faut pas se fier, avoir tellement confiance. Si l'intelligence artificielle arrive à vous générer des réponses, il ne faut pas tout de suite faire confiance. À cette réponse. Il faut chercher à vérifier. Bon, l'intelligence artificielle entraîne même notre vie privée parce que chaque action ou mouvement qu'on fait, quand on est délégué par l'intelligence artificielle, elle enregistre ça. Et là, une autre personne peut entrer et puis demander ces informations, avoir même notre localité et tout ça. Et là, ça entraîne même notre vie privée. Vu même des biais racistes et culturels, même le remplacement de l'emploi des humains par l'intelligence artificielle. Donc, on ne peut pas la faire confiance. C'est une technologie bien qui est venue pour nous assister, mais la faire confiance, non, elle peut nuire même à notre personnalité. Donc, il faut faire tout simplement attention à l'Internet. J'aimerais également comprendre quelque chose. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans les recherches, il y a des réponses scientifiques que les scientifiques ont mis dans ces outils-là. Alors, quand je dois aller consulter une réponse scientifique là-bas, est-ce que je ne dois pas faire confiance tout de suite à la réponse que l'intelligence artificielle me proposera? Bon, ça, c'est des tâches auxquelles l'intelligence artificielle a... les tâches qui font même la promesse technologique de cette intelligence. Parce que déjà là, c'est l'automatisation de certaines tâches spécifiques. Et là, au moins, on peut la faire confiance parce que sur ce point, elle est exacte. Elle donne des réponses très exactes par rapport à l'homme, telles que certaines données auxquelles l'homme ne peut pas faire. Mais quand tu demandes à l'intelligence artificielle, elle peut très bien te faire que ça. Donc, pour ça, au moins, c'est des domaines réservés à l'intelligence artificielle. Et dans quel cas pratique qu'on ne peut pas aussi faire confiance à l'intelligence artificielle? La partie auquel on ne peut pas la faire est que l'intelligence artificielle ne pense pas comme un humain, elle ne surveille pas ni contrôle. Alors c'est un outil qui doit être au service de l'humain et non pour prendre des décisions à la place de l'humain. Donc elle n'a pas cette capacité. Alors si on peut l'utiliser juste pour en servir, mais la faire confiance totalement non plus. Sur le point les points scientifiques et autres, bon, elle est exacte, mais genre émotionnel ou encore des jugements comme on venait de soulever, l'intelligence artificielle ne peut pas faire ça. D'accord. Donc, ça nous interpelle sur la manière d'utiliser l'intelligence artificielle. Ça dépend également de la façon
dont tu demandes quelque chose à l'intelligence artificielle. Évidemment, Oui. Ça dépend, oui, parce que y a des personnes aujourd'hui, il y a des choses qu'on demande à l'intelligence artificielle de manière très désagréable. Hein. Et donc, comme on a dit que c'est un outil où on a créé pour nous servir, quand vous lui demandez de vous donner une réponse négative, elle va vous donner des réponses négatives. Si vous lui demandez de vous conduire dans un trou, l'intelligence artificielle va vous conduire dans un trou. N'est-ce pas ça? L'essentiel est de l'utiliser juste comme un outil à notre service, mais la faire confiance, non pas trop. Surtout au Tchad, on a des problèmes de réglementation, donc on ne peut pas quand même la faire confiance comme ça parce qu'elle risque d'entraîner dans notre vie privée, voire même nous créer tant d'embouteillages. Donc ce n'est pas conseillé de faire confiance à l'intelligence artificielle, surtout au Tchad. Pas totalement, ou bien faire un peu confiance et puis... ou bien, bon, parce qu'en vous écoutant, tantôt vous dites on peut également faire confiance, mais pas bon, totalement. sur certains points, même si on doit la faire confiance un peu seulement, pour qu'elle nous aide dans certaines tâches. On peut prendre l'exemple d'une personne qui peut utiliser l'intelligence artificielle pour trier un CV, mais pas demander à l'intelligence artificielle quand même de décider si on peut embaucher un candidat ou pas. Donc la décision finale revient toujours à l'humain et non à l'intelligence artificielle. D'accord. C'est bien noté, Madame Sidonie. On ne va pas trop faire confiance à l'intelligence artificielle. On va faire très attention dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne. C'est cela? C'est ça. D'accord. Merci beaucoup d'être passé. Roms et moi, nous te souhaitons donc un très bon début de week-end et puis on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. On va te raccompagner avec une capsule qui va permettre à M. Clémentien de s'installer. Il y a des hommes qui sont vraiment insatisfaits. Et il dit souvent que quand tu fais la cour ou quand tu dors avec une petite fille, tu vas te rajeunir. Ok. Maintenant, Pire Koulouzou, 45 ans, mon ami. Il a 45 ans. Il y a beaucoup de femmes qui se promènent dehors. Il y a d'autres même là, elles affichent sur leur front. Je suis à vendre, prenez-moi. Tout ça là, c'est pas pour Garmandouglo. Maintenant, il va, il trouve une petite fille, il essaye de monnayer. Il donne assez d'argent à la petite fille. Ok. Comme c'est une fille, elle est naïve, la fille essaie de prendre l'argent là. Donc, Garmandouglo couche avec la petite fille. Et c'est grave. Tout est là. Elle est déchirée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Garmandouglo est convoqué au commissariat. Avant d'arriver là-bas, il va trouver un marabout. Il dit vraiment marabout, Diaouro, moi j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Fait de telle sorte que mon pénis disparaît. Mais après, je vais revenir, ça va réapparaître. Est-ce que c'est bon? Il dit ok. Maintenant, il donne l'argent à Diaouro, le marabout. Il sera au commissariat. Le commissaire lui dit, toi, à ton âge là, tu n'as pas honte de coucher avec cette fille? C'est pas possible. Hein? Irresponsable, délinquant. Et le gars dit, non, commissaire, demandez-moi d'abord. Est-ce que mon troisième pied là est là? Je vais coucher avec la petite là avec quoi? C'est pas toi qui as violé la fille là? Il dit, non, commissaire, je n'ai rien. Moi là, depuis que Dieu m'a créé comme ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous monter ça? Effectivement, il n'y a rien. Il n'y a pas son troisième pied. Les commissaires maintenant s'énervent contre ceux qui l'ont convoqué. Il dit, vous allez payer une amende pour une fausse accusation. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il est content, il prend l'argent, il met dans la poche, il repart maintenant chez le marabout. À 10 km de la maison du marabout, il voit un attroupement. Il appelle un petit, il dit, petit, viens là. Qu'est-ce qui se passe devant la maison du marabout? Ah là, tu n'es pas au courant? Et le marabout là vient de mourir. Ah, le marabout vient de mourir. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Ah, tu n'es pas informé. Approche-toi d'abord. Va voir là-bas, est-ce qu'il n'est pas mort? Quand il s'est rapproché là-bas, il se rend compte effectivement que le marabout est mort. Son troisième pied est resté comme ça. Regardez la punition de Dieu. On ne s'amuse pas avec les enfants des autres. Voilà comment il a été récompensé jusqu'à aujourd'hui. Quand tu ne n'as pas son troisième pied. Merci les amis.
Il y a quoi, Yam Twanga et Rose? Ah ouais, c'est terrible cette histoire. Hein. Oh là là, la punition divine. Hein. Quand ça tombe, c'est grave. Hein. Ah, c'est fort. C'est fort. Beaucoup de leçons à tirer dans cette capsule. La grossesse précoce, une fille de 17 ans qui est enceinte par un homme très âgé. Et surtout malhonnête. Malhonnête, je crois. Oui. Il est malhonnête et Dieu a utilisé ce moyen pour le rappeler sa malhonnêteté. Voilà. Tout à fait. Et puis, un message également très fort à l'endroit de ceux qui aiment trop aller chez les marabouts. Là. Pour peu de choses, marabout, là. Tsonga se retrouve ça à son troisième pied. C'est terrible, quoi. C'est compliqué. Merci beaucoup à la réalisation pour cette capsule qui a égayé un peu nos téléspectateurs. Nous allons à présent recevoir M. Clément Sianka. Et voilà, M. Clément Sianka est confortablement installé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Irène. Bonjour un nouveau présentateur. Un nouveau visage. Bonjour. Bonjour et bienvenue à vous. Merci. Enchanté de vous voir bien coiffé. Merci. Et c'est le noir qui domine aujourd'hui sur le plateau. Eh oui, depuis le matin, ce n'est que le noir qui domine. Peut-être que vous vous êtes donné des codes, j'en sais rien. Pas du tout, hein. Pas du tout. Voilà, après, je ne sais pas trop quoi dire. D'accord. Avec vous, aujourd'hui, on va parler du stage. Oui, un peu dans la suite, en fait, de ce que j'avais déjà exposé sur l'ONAPE. Je pense que c'est important de restituer un certain nombre de choses par rapport au stage. Il y a beaucoup de situations, ou plutôt de gestion de stage qui posent des problèmes, soit au RH, soit même aux stagiaires, soit même à l'administration de façon générale. Donc c'est important de restituer comment, pourquoi, quel but, qui peut être stagiaire, pour que nous puissions nous entendre là-dessus. Maintenant, c'est quoi le stage? Le stage, c'est une période pendant laquelle un stagiaire, je n'ai pas un autre nom, donc je peux appeler ça comme ça, un stagiaire vient dans une institution pour apprendre. Il n'est pas au parfum du métier, il n'est pas au parfum de l'entreprise, il n'est pas au parfum de l'organisation, alors il vient apprendre. Bien sûr que de la vie, tous les jours, c'est l'apprentissage. La vie, c'est une école, on a l'habitude de le dire. Mais dans la période de stage, c'est encore plus important de se mettre dans cette disposition. On apprend deux choses quand on est en stage. On apprend le métier, mais aussi on apprend l'entreprise ou l'institution. Parce que vous pouvez être déjà quelqu'un qui connaît votre métier, mais on va quand même vous prendre en stage pour permettre à ce que vous connaissiez l'institution qui est là devant vous, par exemple. Ça arrive très clairement. Maintenant, quels sont les types de stages qui existent? C'est aussi bon de le rappeler, même si tout le monde peut facilement connaître. On en a 3. Stage académique, simple, facile. Ça veut dire que quelqu'un qui est à l'école va vouloir se mettre dans les conditions de son métier dans une institution. Donc, il va aller apprendre à une institution et voilà ce qu'on appelle stage académique. Ça vient compléter comment on appelle ça, la formation qu'il a reçue, la théorie qu'il a, il vient essayer de le mettre en pratique. Ça, c'est le premier stage. Deuxième catégorie, c'est le stage professionnel. Le stage professionnel, c'est le stage où quelqu'un a fini sa formation. Il n'est pas un employé, il vient encore compléter sa connaissance dans la profession. Ça,
on peut aussi le dire stage professionnel. Il y a un autre stage qui est stage d'entreprise. Donc ça, c'est la catégorie que j'expliquais tantôt. C'est un stage où vous êtes certainement expérimenté plus ou moins, mais vous venez dans une entreprise pour mieux connaître l'entreprise. Ça aussi, ça fait la troisième forme de stage qui existe. Maintenant, pour que toutes ces choses se mettent en place, il y a des procédures peut-être qui ne sont pas les mêmes, mais il faut bien qu'il y ait une demande, il faut que l'entreprise vous réponde, et en répondant, il y a des choses normalement qui doivent se faire avant de répondre à un stage. Répondre à un stage, ça veut dire surtout que nous avons prévu de l'espace pour accueillir le stagiaire. Un bureau, un travail, un maître de stage ou un superviseur. Tout ça doit être réuni pour que nous puissions accepter quelqu'un en stage. Sinon, on arrive à trouver des stagiaires qui arrivent dans l'institution, mais qui ressortent comme ils sont arrivés parce qu'ils n'apprennent rien. Il n'y a pas quelqu'un qui va les guider. Parfois, ne serait-ce que dans l'habillement. Parfois, ne serait-ce que dans la posture. Parfois, ne serait-ce que dans le langage. Parfois, ne serait-ce que dans le fait de respecter le règlement intérieur. Comment est-ce qu'on peut respecter la hiérarchie? Comment est-ce qu'on peut répondre à quelqu'un? Il y a plein de choses que quand on sort de l'école, il y a des choses qu'on n'apprend pas forcément. Mais c'est lorsqu'on est en stage que ça permet de comprendre. Si vous êtes dans une institution qui vous forme en banque et finance, c'est une bonne formation, mais vous allez aller dans une banque où peut-être qu'on va, ne serait-ce que vous mettre en train d'observer comment la caissière fonctionne, comment les gestionnaires de compte fonctionnent, comment est-ce qu'il parle aux gens, comment est-ce qu'il reçoit les gens, comment est-ce qu'il peut garder le secret, comment est-ce qu'il peut... Il y a plein de ces choses-là qu'on apprend, mais tout ça pour que ça puisse être au bénéfice du stagiaire, il y a une préparation qui s'est faite. Et j'insiste énormément dessus. Si vous n'avez pas la capacité de faire apprendre quelqu'un par le stage, parce que vous n'avez pas de l'espace, parce que vous n'avez pas de gens dédiés pour la formation de cette personne-là, parce que le stage, c'est un complément de formation, on l'a déjà dit, on vient pour apprendre. Et si on n'en a pas, mieux n'est pas prendre. C'est parfois dur, mais c'est mieux de ne pas. Parce que le stage, quelque part, coûte de l'argent à l'entreprise. Quelqu'un est obligé de mobiliser son temps de travail pour vous apprendre. Et donc, du coup, le stagiaire, lui aussi, arrive dans l'entreprise, il doit être dans une disposition d'apprentissage, d'être disponible pour apprendre, d'être disponible pour observer. Parfois, il y a des choses qu'on ne vous dira pas, mais votre sens d'observation vous permet simplement de dire « Ah, ok, c'est comme ça que ça se passe alors. C'est comme ça qu'on range le bureau alors. C'est comme ça, parfois, ne serait-ce que pour perforer, j'ai eu des exemples où pour perforer une feuille dans un perforateur afin de le classer dans des chronos, mais tant que vous n'avez jamais fait, vous ne savez pas comment ça se fait. Donc on est obligé de vous apprendre toutes ces choses-là, comment remplacer même des agrafes. Ce sont des petites choses parfois qu'on croit que c'est anodin, mais quand on est vraiment pour la première fois en contact avec ces choses-là, voilà, on se pose la question comment ça marche. Donc c'est important de le situer déjà de cette manière. Après, il y a beaucoup de choses, aussi bien dans l'entreprise. Si vous êtes en stage d'entreprise, c'est la même chose. Un responsable doit être capable de vous présenter la philosophie de l'entreprise, doit être capable de vous présenter le code éthique, doit être capable de vous présenter le règlement intérieur pour savoir comment ça marche. Quand l'entreprise est en production, comment elle fonctionne. Quand l'entreprise est dans telle situation, comment elle fonctionne. Quelle est la politique de responsabilité civile, sociétale comment on appelle ça, de l'entreprise, et ainsi de suite. Donc ça fait que c'est important d'avoir cette philosophie, de ceux qui se préparent à accueillir le stagiaire, du stagiaire qui est en disposition d'apprendre. On pose souvent la question, est-ce qu'il y a un délai de stage? Est-ce qu'il y a un stage, il y a une limite? Oui. Est-ce qu'il y a une limitation de ce qu'on peut appeler stage? Ça, c'est la chose qui fâche un peu. En réalité, on ne peut pas faire 1 an de stage. Ouais. En réalité, on ne peut pas faire... On peut faire 6 mois de stage, probablement. Mais, je veux dire, légalement, stagiaire, il n'y a pas de limite. Mais la pratique
voudra que quand quelqu'un est en stage, il a une période de temps limitée. Oui. Malheureusement, on trouve dans des institutions ce qui frise maintenant l'exploitation. Oui. On trouve des stagiaires, 2 ans de stage. 2 ans, 3 ans, 5 ans. J'ai appris à Donamant, je ne sais pas pourquoi j'ai cité ça, mais excusez-moi, mais des gens qui ont fait 6 ans de stage dans des institutions, c'est de l'exploitation. Donc à ce moment, ça ne marche pas. Si vous n'êtes pas en capacité de recruter la personne, libérez la personne. Donc, c'est pas compliqué. C'est le mauvais cœur. Hein. Et ça si souvent, vous décidez de garder cette personne, c'est que la personne, elle est compétente. Oui. Mais voilà. Pourquoi ne pas Parce lui que donner parfois, un contrat? quand on entre en stage, on est nouveau, c'est vrai, mais on peut révéler ses compétences, on peut révéler ce qu'on a, et ça peut intéresser les choses. Et d'ailleurs, voilà pourquoi que certains stages, aussi bien académiques que stages professionnels ou même des stages d'entreprise, peuvent être des stages pré-emploi. Parce qu'à ce moment-là, bien sûr qu'on n'a pas besoin encore de quelqu'un, mais votre compétence, votre attitude, votre vie va faire que ça intéresse la personne qui vous a reçu en stage et on va ouvrir un poste pour vous. Ça arrive tellement de fois que justement, il faut prendre au sérieux le contact que vous avez pendant le stage. Est-ce que le stage est rémunéré? En principe, non. En principe. Okay. Mais beaucoup des institutions, connaissant les situations des stagiaires qui parfois est très précaire, est obligée, supposons que quelqu'un est à Gassi et doit aller faire son stage à Farsha, bien que ce n'est pas rémunéré, mais vous imaginez la dépense que cette personne fait pour arriver à Farsha. Maintenant, vous devez aussi garantir, puisqu'il est stagiaire, il n'est pas dans l'effectif. S'il a un accident pendant le trajet de route, probablement, il n'est pas couvert. Donc, il faut bien... Parfois, les gens souscrivent des assurances pour des stagiaires parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans l'accident maladie que la CNPS couvre. Donc, on fait une souscription d'assurance pour leur trajet. Et ensuite, on leur donne un peu de choses pour leur transport. Voilà pourquoi on arrive donc à certaines institutions qui donnent des stages, ils appellent rémunérés, mais en réalité, ce n'est pas une rémunération comme telle, mais c'est une compensation, un remboursement des frais que vous engagez pour venir apprendre. Mais le stagiaire est quand même utile dans l'entreprise parce qu'il va faire un certain nombre de travaux pour vous à l'intérieur de l'entreprise. Donc, il faut regarder cet aspect de la chose et être capable de dire, 1, on prépare de la place, 2, le stagiaire lui-même est dans une capacité d'apprendre, et 3, vous vous entendez sur des choses bien précises. Le délai, rémunéré ou pas, à quelles conditions et tout, et le stagiaire est intégré à l'entreprise comme personnel de l'entreprise en respectant tout. Quand vous êtes stagiaire, cela ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne vous engage pas à l'intérieur de l'entreprise. Tout vous engage, exactement comme si vous étiez du personnel. Donc, voilà un peu les conditions de stage. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait encore dire, mais il vaut mieux peut-être s'arrêter là s'il y a des questions. Est-ce qu'on peut interrompre le stage de quelqu'un si on se rend compte que la personne... Si, on peut arriver... ne se retrouve pas, n'est pas performant. Il y a des gens qui ne donnent pas assez de délai de stage au départ pour ces genres de situations. On va donner juste 1 mois. On vous donne 1 mois. Si, on trouve que vous êtes négligent, vous n'apprenez pas, vous êtes là, un stagiaire, mais au téléphone, c'est rien. Mais un stagiaire toujours sur Facebook, en train de chatter sur WhatsApp, en train de... qui met sa bouche dans tout. Ou qui met sa bouche dans tout. Toutes les sauces de l'entreprise. Ça, ce sont des attitudes qui parfois amènent les gens à ne pas renouveler. Parce que si vous êtes là pour apprendre que vous passez votre temps sur votre téléphone, vous n'apprendrez rien. Et très logiquement, il faut être très discret quand on est en stage, au point que même, il vaut mieux même refuser les appels pour être sérieux. Vous refusez les appels pendant la période de stage pour vous permettre de vous concentrer comme si vous étiez dans les classes de l'école. Vous ne pouvez pas vous autoriser à utiliser le téléphone. Vous aurez votre pause, allez, utilisez le téléphone pendant la pause. Mais pendant où vous êtes en encadrement, non. Essayez, et ça évite, n'est-ce pas, justement, pour qu'on voit en vous quelqu'un de négligent, et là, c'est même finalement ça qui va être déterminant. Si vous êtes celui-là qui est concentré, attentif,
apprenant vite, on ne dit pas la même chose 2 fois, de ces genres de choses-là, mais ça va capter les gens. Ça va dire, waouh, ok, c'est une personne qui a quelque chose derrière la tête. Après, voilà, parfois on a, j'ai toujours l'habitude de le dire ici, mais parfois on a dans l'entreprise des choses qu'on ne comprend pas. On croit qu'on cherche des compétences. Pas forcément. On cherche des personnes honnêtes, des personnes bonnes à vivre dans l'entreprise. Vous pouvez être très intelligent. Hormis son intelligence, voilà, sa compétence. vous pouvez être avec beaucoup d'expérience très bien, mais si vous n'avez pas un style de vivre qui unit les gens dans l'entreprise, au bout d'un certain moment, les gens vont se lasser de vos compétences parce qu'on va toujours en trouver. Mais trouver les bonnes personnes, souvent, c'est bien compliqué. D'accord. Peut-être. Bon, je voudrais également comprendre. C'est d'abord une explication terre à terre et c'est tellement éveillant. Mais je me demande, est-ce que c'est la même compréhension de cet aspect dans le contexte tchadien? Est-ce que le Tchadien comprend de la façon dont vous venez d'expliquer terre à terre? Puisque là... Mais, ce qui fait la particularité de nos interventions ici sur le plateau, c'est effectivement d'abord de former, d'informer, mais aussi de faire prendre conscience. Et donc, dans tous les domaines, si on prend un sujet, c'est que quelque part, il y a un souci. Voilà, il y a un truc à corriger. C'est parce que justement, moi j'en ai reçu professionnellement beaucoup de stagiaires, j'en vois qui reçoivent énormément et combien les stagiaires sont exploités, sont méprisés. Les stagiaires, quelqu'un qui vient avec beaucoup de background, ne serait-ce que de par sa formation, se retrouve qu'à servir le café. Ce n'est pas mauvais. On peut l'utiliser pour connaître comment la personne réagit si on la réduit. Ça peut être une observation. On va demander à un stagiaire comptable de servir le café. Ce n'est pas tous les jours, mais on va lui demander pour voir quel genre de personne elle est. Par moment, oui. Par moment, ça permet juste de... OK, ça veut dire que cette personne-là est disponible pour faire tout ce qu'on lui demandera. Tout ce qu'on lui demandera. Ça fait un point. Mais cela ne veut pas dire qu'on recrute un stagiaire rien que finalement pour servir le café. Ce n'est pas envoyer à la boutique, envoyer faire des courses. Oui, mais c'est là. Si maintenant votre stage est effectivement comme si on avait besoin d'une main-d'œuvre pour faire la photocopie, faire des trucs, là c'est différent. Là c'est différent. Mais si vous êtes employé sur un domaine précis et qu'on peut vous utiliser de temps en temps dans tel ou tel autre domaine, ça, c'est pas mauvais. Soyez relax pour rendre service parce que ça permet justement de dire, waouh, disponible, polyvalent, on utilise souvent ce mot, et c'est parce qu'on a pu tester que vous êtes capable. Si vous avez votre permis, de supplier le chauffeur rapidement pour dire, je peux te déposer. Si vous êtes capable de prendre l'appel avec un ouvrier et en même temps vous êtes capable de revenir, rentrer sur l'ordinateur de quelqu'un qui ne connaît pas Excel, l'aider à faire Excel. Voilà, ça vous ouvre toutes ces possibilités. D'accord, j'avais une question, mais ça va prendre un peu du temps. On va remettre ça peut-être à lundi. Je voulais poser la question de savoir, tantôt on a parlé des stages qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce qu'il y a possibilité d'entamer des procédures judiciaires? Et on y reviendra. Mettez ça au frigo. Merci à vous d'être passé. Très bon début de week-end, M. Clément. Merci on a dit sur ce plateau qu'il faut faire un peu du sport. Ça fait du bien. C'est vrai que j'ai abandonné le sport depuis un moment. C'est vrai. Il faut reprendre. Si vous pouvez reprendre, ça va être très bien. Parfois, c'est de trouver le temps de faire le sport. Je commence par comprendre, parfois, ce n'est pas aussi aisé que ça. Tout à fait. Pourtant, voilà. Ceux qui me connaissent savent que je fais beaucoup de jogging, mais bon, voilà. D'accord, il faut reprendre avec cette bonne habitude. Inch'Allah. On va demander à Dina de vous accompagner avec une capsule qui va permettre aux paysans de s'installer. D'abord, il faut comprendre que financièrement, ça dépend de ce que vous appelez financièrement. Ça dépend du moyen que vous disposez. L'homme doit travailler en temps normal. Mais vous ne pouvez pas croiser les bras, rester comme ça pour dire que si vous n'avez rien du tout, vous ne pouvez pas vous prendre vous-même en charge. Vous ne pouvez pas oser prendre la fille de quelqu'un et faire d'elle votre femme. C'est pas possible. Il faut travailler.
même si le revenu n'est pas grand, en ce moment, vous pouvez déjà espérer prendre une fille en mariage. Mais tant que vous n'avez rien du tout, c'est que vous-même là, vous prenez la fille de quelqu'un, mais vous allez la faire souffrir. Ce n'est pas possible. Pour moi, je pense que tout homme doit travailler. Et le fruit de son travail, quel que soit ce qu'il a, il trouvera une campagne qui va l'accepter. Pour moi, c'est comme ça. Mais s'il ne fait rien du tout, il est dépendant des autres et qu'il veut se marier, eh bien là, c'est que ce n'est pas sa femme, c'est la femme de celui sur qui lui-même il compte. Avoir de l'argent n'est pas une fin, mais il faut juste être un homme responsable, avoir au moins un objectif à atteindre et que tu prends au moins une bonne femme qui peut t'apporter une aide sur le plan même émotionnel d'abord, sur le plan financier même. Et là, s'il y a au moins une concordance entre toi et ta femme, vous pouvez mieux vivre et après, l'argent viendra après. Mais s'il faut dire forcément qu'on doit d'abord avoir l'argent avant de se marier, je crois que tu vas attendre même jusqu'à la venue de Jésus-Christ en fait. Bon, je pense que en tant que étudiant qui vient juste de finir, dans la tête c'est chercher du travail, oui. Mais si tu n'arrives pas à trouver un travail et que le mariage se présente, je pense que c'est raisonnable de se marier et Dieu vous ouvrira la porte dans votre mariage. Parce que on ne peut pas dire non, je vais avoir d'abord un travail pour avoir l'argent, être stable avant de me marier. Pendant que les années passent, tu peux finir même une vieille célibataire. Moi, en question, je suis célibataire. De nos jours, c'est pas du tout facile que les jeunes puissent s'unir et se marier. Et quand les jeunes ne se marient pas, je pense qu'il y a trop de désordre. Alors je pense qu'il ne faut pas, il ne suffirait pas que les gens aient suffisamment d'argent avant de se marier. Non. Même si vous avez le peu, vous pouvez s'associer, vivre en concubinage, s'entraider. L'amour, ce n'est pas absolument qu'il faut avoir de moyens avant de se marier. Être financièrement stable avant de se marier. Oui, je dis oui et non. Pourquoi? Parce que le problème de finance, autant pour moi, empêche les jeunes de se marier de nos jours. Si nous pouvons le constater, ils vont prendre la responsabilité des enfants, plus la femme, avec quoi? Ils ne sont pas stables pour pouvoir prendre la charge de l'enfant et de la femme en même temps. Deuxièmement, tu ne peux pas être forcément stable financièrement avant de te marier. Le cas des jeunes qui se débrouillent, tu peux bel et bien te marier pour empêcher les désordres. Parce que je vois les jeunes garçons, ils engrossissent les filles et ils partent. Yam Tchonga, comme l'affaire de Yam Tchonga, le vieux a enceinté la fille, il est parti là. Voilà, est-ce qu'il faut être financièrement stable avant de se marier? Les avis sont partagés. Vous, quel est votre avis? C'est un sujet qu'on a lancé, en début de cette émission. Et nous avons demandé à nos fidèles téléspectateurs de participer, de donner leur avis. Quel est votre avis? Est-ce qu'il faut être stable d'abord financièrement avant de s'engager ou bien, bon, rien du tout et puis tu t'engages à prendre une femme? Point d'interrogation. C'est compliqué. En écoutant tout à l'heure la femme qui venait de dire qu'elle est d'accord quand on est stable ou non avant de se marier. Et dans ses explications, je trouve qu'elle a tout à fait raison. Oui. Parce que être marié, il y a trop de choses à faire à la fois. La charge, il y a les questions de santé, questions d'alimentation. Il y a trop de choses qui peuvent surgir comme ça du coup. Mais si on n'est pas financièrement stable, quelquefois c'est compliqué pour notre vie. Voilà. Et donc, à un moment donné, il faut dire qu'il faut avoir ne serait-ce que quelques le moyens. Minimum au moins. Voilà. Avant de s'engager dans ce terrain qui est vraiment dangereux. Tout à fait. Ça dépend de la définition que nous donnons à financièrement stable. Voilà. Il faut avoir quand même le minimum avant de s'engager. Évidemment. Voilà, dans le mariage. Ça, c'est notre avis à nous sur le plateau. Et peut-être que quelqu'un dira autre chose, qu'on peut se marier avec rien du tout, sans rien. C'est aussi ça. Voilà. Nous recevons à présent le paysan qui est confortablement installé. Bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Myrène. Bonjour à
notre jeune mignon présentateur. Merci, bienvenue et plein succès surtout. Et bonjour aux téléspectateurs. D'accord. Avec vous, nous restons dans la gestion équitable des ressources et tout. Voilà. Il vous souviendra que nous avons déjà amorcé les pistes de solutions en réponse à la problématique des conflits agricoles et éleveurs. Nous avons effectivement parlé de la gestion, de la gouvernance et de l'état de droit. Et maintenant, nous sommes dans la partie gestion équitable des ressources naturelles, équitable et concertée. Nous avons effectivement parlé de la question de la délimitation foncière et de sa sécurisation, surtout au niveau entre agriculteurs et éleveurs. Il faut délimiter avec les couleurs de transhumance, les pâturages et effectivement les zones agricoles, et au mieux les sécuriser. Il est aussi à prendre en compte la mise en place des comités de gestion de ressources naturelles au niveau local, qui sont des comités paritaires qui prennent en compte à la fois les agriculteurs et les éleveurs, mais aussi les représentants des jeunes, des femmes, des leaders d'opinion tels que ou bien les chefs traditionnels. Donc, par exemple, d'un côté les chefs de férique, de l'autre côté les chefs de canton, des villages. Et nous souhaitons bien proposer le schéma au niveau cantonal avec des démembrements, s'il est possible, des démembrements au niveau des villages, mais aussi prendre en compte l'aspect d'inclusion, surtout du genre, pour que s'il y a des femmes dans l'équipe, ils puissent le savoir. Mais tout n'est pas seulement de mettre en place les comités de gestion des ressources. Il est important de pouvoir renforcer leurs capacités, les outils, c'est-à-dire arriver aussi à les équiper pour que ce soit à la fois des comités de veille, de sorte qu'on sache exactement où activer le levier quand il y a un élément d'une partie ou de l'autre qui n'est pas en train d'observer les clauses convenues entre les différentes parties. Et ça pourra permettre d'anticiper en termes de prévention et gestion des conflits et au pire des cas, passer à la médiation au cas où ces conflits prennent naissance. Nous avons parlé également de l'agroécologie qui permet de pouvoir contribuer à la régénération des ressources naturelles, parmi lesquelles nous avons proposé l'agroforesterie, de sorte que les maigres ressources naturelles qui sont toujours sujettes à la question, par exemple, les facteurs anthropiques, mais aussi la question des facteurs naturels tels que les dérèglements climatiques qui aujourd'hui menacent un peu les équilibres des écosystèmes, pour que dorénavant on puisse chercher à pratiquer c'est ce qu'on appelle les pratiques agricoles intelligentes et agricoles, parce que ça permet à ce qu'il y ait la restauration et la régénération des couverts végétaux, pour permettre de pouvoir disposer à sa disposition tout ce qu'il y a comme tissu végétal qui peut être utile aussi bien pour l'agriculteur que pour l'éleveur. Et ça part de l'agroécologie. Nous pensons aussi qu'il faut réviser les systèmes de production ruraux, principalement les systèmes agricoles, parce que nous ne pourrons pas continuer toujours par débroussailler, pouvoir étendre les surfaces agricoles à volonté, parce qu'en fait, la terre elle est si vaste, mais avec le potentiel qu'il y a et la pression démographique avec les dérèglements climatiques, il n'est pas possible de disposer à volonté d'une étendue qu'on peut d'une étendue qu'on peut exploiter à volonté. Si on fait 5 hectares, il faut chercher maintenant à entretenir ces 5 hectares-là et non pas penser que chaque fois on pourra continuer d'aller de l'autre côté pour on peut l'entretenir pendant combien d'années, par exemple? 5 hectares, c'est même pour 100 ans. Ah oui. Même pour 100 ans. Ah oui. Même pour 100 ans. Il suffit simplement d'avoir des techniques de production qui sont améliorées, qui prennent en compte les facteurs climatiques. On peut l'exploiter pour 100 ans. Parce qu'on n'est presque plus à l'époque où on pouvait faire la jachère courte ou la jachère de longue durée. La jachère, en réalité, techniquement, ça prend presque 5 à 7 ans. On laisse le temps au sol de se reconstituer. Et donc, on ne le touche pas pendant entre 5 à 7 ans. Techniquement, c'est cela. Mais est-ce qu'on peut encore le faire aujourd'hui? Avec la pression démographique, avec les compétitions autour des ressources naturelles et tout ce que ça comporte, on ne peut pas continuer à faire la jachère. Même si c'est 2 ans, il y a beaucoup de risques. Mais les 2 années de jachère ne permettent pas encore que la terre puisse se reconstituer. Donc ça devient un problème. Et donc on peut entretenir les 5 hectares pendant, par exemple, les techniques de défense et restauration du sol, et conservation des eaux du sol, c'est une technique améliorée qu'on conseille. Ou bien encore la fumure organique, pas la fumure minérale, la fumure organique, permet à ce qu'on puisse entretenir ce sol.
les techniques, par exemple, culturelles, telles que, par exemple, l'assolement, l'association culturelle, la rotation, permettent à ce que le sol soit entretenu, si on les adopte et on les observe rigoureusement. Mais si on ne les fait pas, en fin de compte, on est obligé de pouvoir laisser le sol aller, peut-être, ou bien étendre, parce qu'on est arrivé à la limite, on trouve que ce n'est pas suffisant, on va encore débrousser de l'autre côté. Ça ne pourra pas aller. Et dans cela, ça ne regarde pas simplement les agriculteurs, parce que, y compris même les éleveurs, nous devons repenser notre système pastoral. Qu'on le veuille ou non, tôt ou tard, nous serons obligés d'arriver à cette solution. Parce qu'en fait, les zones pastorales affectées par les questions climatiques deviennent de plus en plus improductives. Il n'y a pas assez de pâturage. Donc, cette pratique séculaire de transhumance est un facteur de conflit dans ce contexte de changement climatique, de pression démographique. Et c'est c'est à quoi nous assistons maintenant. Donc, il faut penser maintenant, trouver un autre équilibre qui permettra à ce que les éleveurs puissent aujourd'hui chercher de plus en plus à se sédentariser. Ne me dites pas simplement que dans les zones pastorales, dans la partie sahélienne, il n'y a pas de possibilité. Il y a possibilité de faire l'élevage sédentaire dans la zone, évitant d'enclencher ou bien d'envenimer les conflits, mais permettant aussi aux éleveurs de disposer des animaux d'une très bonne qualité, surtout la qualité organoleptique des produits, c'est de la viande qui en sort. Et donc, ça fera la construction d'un pôle de production. Et là, nous avons par exemple, pour renforcer ça, nous avons par exemple de l'eau qui est disponible à satiété, au Tchad, ça il faudrait le mentionner, et qui permettra de faire les cultures fourragères. Les cultures fourragères, dans le cadre de l'approche chaîne de valeur, mais c'est ignoré alors que c'est quelque chose qui aujourd'hui un pôle dans le système pastoral qui est très, très, très rentable. Parce que si moi, je m'installe dans la zone pastorale et que je développe des cultures fourragères avec des essences qui sont bien appétées par les animaux, ben, quelqu'un peut faire 100 km pour venir acheter chez moi et aller nourrir ses animaux avec ça. Bon, donc, c'est aussi un appel pour dire aujourd'hui, la question du chômage qu'on dit, je pense qu'elle n'est pas fondée. Parce qu'on peut repartir dans ces zones-là, s'installer, faire les cultures fourragères. Et quand je voudrais peut-être revenir avec Mme Irène pour dire que quand on pense que le paysan, c'est quelqu'un de sale, le paysan, c'est l'homme le plus riche du monde. Donc, en repartant à la terre avec nos diplômes, nos masters, nos PhD, on peut facilement s'installer comme opérateur économique et cultiver. Donc, de ce côté, le Tchad est tellement vaste, on peut le faire. C'est pour vous faire comprendre que simplement, et ça ne demandera pas beaucoup, mais ça demandera juste quelques éléments, 2 ou 3 leviers. Le premier levier, c'est la volonté politique. Le deuxième levier, c'est l'approche de disponibilité à se reconvertir de tous ceux qui sont aujourd'hui en train de dire qu'ils sont en chômage. On dit on cherche des appuis pour pouvoir aller nous installer pour faire les cultures fourragères. Vous savez combien on a comme cheptel le Tchad? On parle de plus de 150 millions. Oui. Alors, ce n'est pas vous qui pourrez nourrir tous ces animaux-là. Donc, si vous vous installez comme opérateur économique, vous faites ces cultures, c'est votre spécialité dans la prochaine de valeur. Les gens vous reconnaîtront et finalement, des 4 coins du Tchad, ils viendront vers vous. Et donc, ça contribue, ça participe de ce qu'on appelle les approches d'inversion, des dynamiques conflictuelles qui permettra à ce que les éleveurs puissent se sédentariser. Là, je pense que c'est aujourd'hui qu'on le veut. Si on veut aujourd'hui s'adapter au changement climatique, si on veut essayer de pouvoir inverser les dynamiques conflictuelles, on doit commencer par réfléchir dès à présent ça. La transhumance, on dira que non, c'est culturel, que c'est depuis la nuit des temps. D'accord, mais on ne pourra pas continuer par dire qu'ils sont obligés d'accepter. Et l'État ne peut que réguler, encadrer ça. Ils sont obligés d'accepter parce que vous voyez que de plus en plus, regardant le caractère saisonnier de ces conflits, déjà à partir du mois d'avril, on commence par entendre que telle personne, dans les zones agro-pastorales et pastorales, il y a déjà des risques qui arrivent à se signaler avec des erreurs qui sont assez regrettables. À partir, par exemple, du mois d'avril, quand commence la saison, généralement, il y a une concurrence entre les éleveurs parce que aux temps anciens, les éleveurs quittent les zones agricoles à partir d'avril-mai, vers la zone soudanienne quand il y a déjà les premières pluies. Parce que la présence de la mouche tétier dans la zone avec la transmission des maladies, ça fait qu'ils ne peuvent pas rester, ils sont obligés de partir. Mais de plus en plus, il y a une tendance à la sédentarisation parce qu'il y a une question de disponibilité, de compétition pour l'accès aux ressources naturelles, surtout au pâturage et à l'eau. Avec les retards parfois observés dans le démarrage de la saison, ils restent là. Et donc, à l'époque, c'était concerté. Hein, les acteurs, quand ils commencent par faire les préparatifs des sols, des terres agricoles, bon, ils savent que les élèves vont devoir partir d'ici peut-être depuis début mois de mai. Mais vous allez vous rendre compte qu'avec les dérèglements climatiques aujourd'hui, avec le retard des saisons de pluie, parfois qui commencent un peu tard, vous trouvez que même au mois de juillet, vous allez trouver des pasteurs qui sont en zone agricole.
Et du coup, le monsieur, quand il vient pour pouvoir débroussailler son champ, pour faire le labour, il y a encore des troupeaux qui sont là, il ne peut pas partir. Et donc, ça crée directement des heurts entre les deux. Donc, il faut déjà penser dès à présent. Et là, nous le réitérons, qu'on le veuille ou non, tôt ou tard, nous serons pas. Vous voyez, par exemple, dans d'autres pays, les gens font l'élevage sédentaire, ils ne perdent pas. Ils ne perdent pas. Dans les pays européens, les animaux ne sont pas en train de divaguer. Mais nous sommes navrés de dire que nous qui, aujourd'hui, nous targuons d'avoir un grand cheptel, nous consommons du lait qui vient de l'Europe, dans des élevages à stabulation où les animaux sont dans des étables. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire chez nous? On peut le faire. Ouais. S'il y a de l'espace, on l'a. Si c'est les ressources en termes d'alimentation du bétail tel que l'eau, on a suffisamment de l'eau au Tchad. Beaucoup trop même de points d'eau. On a aujourd'hui encore les espaces pour faire les cultures fourragères. On peut les faire et les vendre aux éleveurs. Et c'est très cher d'ailleurs. C'est très cher. Parce qu'il y a des périodes où ils n'ont pas d'herbe. Et donc les animaux sont obligés de consommer ce qu'on appelle le pâturage aérien. Ils grimpent parfois sur les épineux. Oui. Vous voyez un peu, quand vous partez un peu dans l'arrière-pays, vous allez voir qu'à partir de mars, avril, les animaux sont presque cachexiques, c'est-à-dire que vous pouvez compter les os. Oui. Alors qu'en ce moment, moi, en tant qu'opérateur économique, producteur de culture fourragère, j'ai à disposition une disponibilité alimentaire. Je peux le faire sous toutes les manières. Ou bien encore peut-être faire la culture des essences qui sont appétées par les animaux. Ou bien encore peut-être reconstruire, aller dans les zones agricoles, acheter, venir constituer les stocks et les revendre en période de pic. Les périodes, c'est souvent entre janvier et juin. En ce moment, il y a des besoins énormes, par exemple. Parce qu'on n'a pas de l'herbe naturelle. Et donc, en ce moment, on peut produire, le vendre. Et ça participe également de la prévention, de gestion, de l'atténuation des dynamiques conflictuelles, bien des risques de conflit dans les zones qu'on constate. Donc, nous proposons cela. Et dans l'autre côté, il faut penser au partage équitable des bénéfices de ce qu'on exploite en termes de ressources naturelles. Donc, tous les acteurs, tous les Tchadiens ont droit à cela. Que ce soit les acteurs, que ce soit les éleveurs, ils ont droit à cela. Et donc, aujourd'hui, s'il y a les dividendes qui sont tirés de ces ressources naturelles, on peut les repartir équitablement, que ce soit en infrastructure, que ce soit en revenant dessus par l'aspect économique, pour pouvoir comprendre qu'on peut facilement inverser les tendances. Qu'il n'y a que deux choses. La première, c'est la volonté politique. Deux, accepter que nous ne pourrons plus évoluer comme il y avait 30 ans, 40 ans. En arrière. Le contexte nous impose de changer et nous devrons changer. Et cela participe de notre volonté à vouloir inverser les risques de conflit. Mais si on veut continuer à maintenir le conflit, bon, on va dire que ça fait 150 ans, mes grands-parents faisaient le champ, ils pouvaient aller débrousser comme ils le veulent. Moi, je suis éleveur, ça fait déjà 200 ans que mon grand-père fait la transhumance. Et la transhumance, aujourd'hui, il faut le regarder sous un autre angle. Même si on veut le maintenir, c'est à perte. Parce que regardez les transhumants qui... On n'a plus assez de temps, hein. Voilà, là, désolé. Mais il y a lieu de repenser les systèmes productifs, les systèmes ruraux, que ce soit l'élevage, que ce soit l'agriculture, et de pouvoir les adapter au changement climatique en fonction de la donne aujourd'hui, avec la pression démographique, avec des compétitions sur l'accès aux ressources naturelles et des risques assez élevés de conflits, malheureusement sanglants, qui endettent généralement les familles. Nous pouvons inverser la tendance. Il est question de volonté politique et d'accepter de repenser nos systèmes productifs. C'est possible d'inverser la tendance. Voilà un peu ce que nous pouvons faire. Vraiment, merci pour toutes ces propositions. Hein. Oui, j'espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd et que ça permettra de lutter contre les conflits intercommunautaires qui arrivent de temps en temps dans notre pays. Monsieur le paysan, merci beaucoup d'être passé. Je ne sais pas si Roms a quelque chose très rapidement parce qu'il nous reste une seule minute pour finir ce numéro. Merci, puisqu'il a été tellement clair et vraiment explicite. Ça m'a également permis de comprendre beaucoup de choses que moi-même j'ignorais déjà. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci et très bon week-end à vous. Merci. On espère vous revoir la semaine prochaine. Inch'Allah. D'accord. Et Roms, ça fait un plaisir de co-présenter ce dernier numéro avec toi. C'est fini, c'est Tiga, c'est Kalas. Merci. Place au week-end maintenant. Ah oui, place au sport. Au sport. Visite de famille. Au petit plat. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Merci à Minganou Dinalov, merci à Mouga Bogel, merci à la diffusion, merci à vous tous et puis merci à notre ami Sawadogo qui depuis hier nous envoie des messages. Malheureusement, c'est avec retard que nous voyons son message. Ce matin, il dit bonjour le plateau. Parlant du stage, je vous partage deux visions du stage exposé dans le recueil de nouvelles Alerte de Monsieur Isaka Bonkungu. Voilà.
Merci à vous pour votre fidélité. Nous vous souhaitons un très bon VSD. Et puis, on se donne rendez-vous le lundi dès 7h30. D'ici là, portez-vous bien. Et puis voilà, on se retrouve au terrain de sport. Bye bye.